un vrai plaisir pour moi que d'être dans ce webinaire. Alors, je suis, j'avoue, un petit peu triste parce que je n'ai pas l'occasion d'aller visiter votre très joli pays et de rencontrer beaucoup d'amis. Vous savez que la Société française de cardiologie est très liée à la Société marocaine de cardiologie, notamment notre président qui a mis qui a passé de nombreuses années dans votre merveilleux pays. Bon, voilà, il faut nous adapter. J'aurais préféré voyager en personne plutôt que de voyager de manière virtuelle dans votre pays. Alors, là, ce qui m'a été demandé de vous présenter, c'est quand proposer une resynchronisation cardiaque. Là, ce sont mes relations avec les industriels, qui sont essentiellement des industriels liés à la resynchronisation cardiaque. Comme vous l'avez signalé, nous travaillons à Rennes depuis plus de 25 ans dans ce domaine. Alors, je voudrais vous expliquer d'abord pourquoi nous avons développé ce concept de la resynchronisation cardiaque, comment aujourd'hui applique-t-on la resynchronisation cardiaque et enfin pour qui. En fait, tout est basé sur le fait qu'en observant les électrocardiogrammes des patients qui avaient des cardiopathies aussi bien ischémiques que dilatées, nous avions observé des troubles de conduction aussi bien à l'étage atrioventriculaire avec un allongement significatif de l'intervalle PR, mais aussi interventriculaire et intraventriculaire avec une augmentation de la durée des QRS. De très nombreuses études ont montré que plus un patient en insuffisance cardiaque avait des QRS larges, moins bon était son pronostic, plus grande était sa mortalité. Et ce, quel que soit son âge, sa créatinine. Donc c'était vraiment un facteur indépendant de mortalité. En se focalisant, parce qu'à Rennes, nous sommes très imageurs aussi pour la resynchronisation cardiaque, grâce notamment à Serge Cazot initialement et maintenant à Erwan Donald que vous connaissez bien, eh bien, nous nous sommes rendus compte qu'en fait, les patients qui avaient un asynchronisme électrique avec un allongement du PR, une augmentation de la durée des QRS, eh bien, ces patients présentaient un asynchronisme mécanique avec un mauvais asynchronisme atrioventriculaire, un asynchronisme interventriculaire, mais aussi un asynchronisme intraventriculaire gauche. Et vous voyez ici un ventricule gauche en IRM avec ici le septum, ici la paroi latérale. Et vous voyez que quand le septum se contracte, quand il est bleu, eh bien en fait la paroi latérale qui est activée beaucoup plus tard, elle n'est pas encore activée, en fait elle se distend. Donc on a vraiment une contraction septale, une distension de la paroi latérale. Alors, si on revient, c'est quand même fréquent, c'est 30 à 50% des patients d'insuffisance cardiaque sévère, ça s'aggrave avec la maladie, c'est un facteur indépendant de mortalité et ça induit un asynchronisme à tous les étages. Alors, nous avons eu ce concept à Rennes de nous dire, bien puisque la paroi latérale du ventricule gauche est activée tardivement, il faut trouver un moyen pour l'activer plus précocement. Et l'idée est venue, grâce au professeur Jean-Claude Debert, d'utiliser un petit peu une mode de stimulation qui n'était pas connue à l'époque, qui était d'utiliser le sinus coronaire. Car comme vous le savez, le sinus coronaire en fait, passe au-dessus du ventricule gauche. Et ici, nous avons des veines latérales du sinus coronaire, que l'on revoit ici, et qui en fait permettent de stimuler, pas par l'intérieur, pas par voie endocardique comme la stimulation ventriculaire droite, mais par voie épicardique, le ventricule gauche. Et c'est ce concept que nous avons donc développé. Et ici, vous savez que nous avons deux types de prothèses qui peuvent aujourd'hui réaliser la resynchronisation cardiaque, soit un stimulateur biventriculaire, avec, vous voyez ici, une sonde de stimulation ventriculaire gauche, mais aussi on peut l'associer à un défibrillateur biventriculaire, avec ici, vous voyez, une sonde de défibrillation. Il y a une autre technique aujourd'hui qui est émergente, je dirais, elle n'est pour moi aujourd'hui pas validée, même si elle est extrêmement encourageante et qui est beaucoup plus simple, puisque le principe consiste en fait à mettre une sonde de stimulation au niveau du faisceau de His, voire un tout petit peu plus bas, et qui permet de stimuler lorsque on est relativement haut situé, mais avec des hautes énergies ou un petit peu plus bas situé,
le bloc de branche gauche et la branche gauche. Donc, c'est un nouveau concept qui aujourd'hui est en grand développement, mais qui n'a pas encore de preuves scientifiques relativement solides. Alors, ici, vous voyez, vous avez une carte d'activation de tout le cœur. Ici, vous avez le ventricule droit, ici, vous avez le ventricule gauche, et ici, vous avez l'activation mécanique du ventricule gauche. Vous voyez qu'ici, c'est un patient qui a un bloc de branche gauche, donc l'activation part du ventricule droit et elle gagne petit à petit le ventricule gauche. Et ce que je vous ai montré tout à l'heure, contraction en bleu de la paroi septale et distension de la paroi latérale. Ici, vous voyez que vous avez deux points bleus qui partent en même temps, au niveau du ventricule droit et au niveau du ventricule gauche. Et à ce moment-là, vous avez une contraction beaucoup plus homogène du ventricule gauche qui, en fait, a une contraction qui est améliorée aussi bien au niveau qualitatif que quantitatif. Tout à l'heure, nous avons parlé du délai atrioventriculaire et je crois que c'est extrêmement important à considérer parce que quand vous modifiez votre délai atrioventriculaire, vous modifiez la façon dont vous stimulez le cœur. Un exemple, si vous avez un délai atrioventriculaire qui est extrêmement court, vous allez avoir un ventricule gauche et un ventricule droit qui vont être activés par la sonde droite et la sonde gauche, et vous n'aurez ici en fait que deux vecteurs d'activation qui proviennent des sondes de stimulation. Si vous allongez un petit peu votre délai atrioventriculaire, vous voyez que vous allez avoir en fait trois composantes. La stimulation ventriculaire droite ici en rouge, la stimulation ventriculaire gauche en vert, et vous laissez s'exprimer la conduction spontanée au niveau atrioventriculaire. Et maintenant, un nouveau concept qui est aussi en voie de validation est en fait de se dire on n'a peut-être plus besoin de stimuler le ventricule droit, mais on peut peut-être jouer avec la conduction intrinsèque qui n'entraîne pas d'altération de la contraction ventriculaire droite et de la fusionner avec la stimulation gauche. Alors, la resynchronisation cardiaque, je vous ai listé ici les études qui ont été à ce jour publiées et vous voyez que nous avons de solides preuves cliniques puisqu'elles reposent sur plus de 12 500 patients. Alors, quels sont les bénéfices de la resynchronisation cardiaque? Eh bien, tout d'abord, nous améliorons les symptômes et la capacité fonctionnelle de nos patients, ce qui est quand même un des grands buts de tous les traitements d'insuffisance cardiaque. Nous améliorons aussi leur qualité de vie, et notamment en réduisant les hospitalisations pour insuffisance cardiaque. Un point extrêmement important, c'est que la resynchronisation cardiaque a montré dans la majorité des cas qu'elle permettait d'améliorer la fonction ventriculaire gauche, mais aussi de diminuer le volume TD diastolique et le volume TD systolique du ventricule gauche, qui sont des facteurs pronostiques extrêmement importants chez les patients insuffisants cardiaques. Je l'ai dit, on réduit de 50% les hospitalisations pour insuffisance sur la qualité de vie, mais aussi sur nos dépenses de santé. Et enfin, nous avons une amélioration significative de la survie à long terme. Alors, à qui proposer la retenue en rythme sinusal? Je vais m'attarder plus longuement sur ces patients. Les patients en fibrillation atriale, sachant que, et je vous rappelle que l'étude Castle avait montré un bénéfice significatif chez les patients d'insuffisance cardiaque sur la mortalité des hospitalisations pour insuffisance cardiaque. Il faut aussi penser à la resynchronisation cardiaque chez les patients chez qui vous avez implanté un stimulateur cardiaque simple chambre ou double chambre pour des troubles de conduction et chez qui apparaît après quelques mois ou quelques années de stimulation ventriculaire droite, une dysfonction ventriculaire gauche, et ces patients sont bien répondeurs à une optimisation de leur mode de stimulation lorsqu'on ajoute une sonde ventriculaire gauche. Et puis chez les patients qui ont déjà une dysfonction ventriculaire gauche préexistante et qui passent en bloc atrioventriculaire, la resynchronisation cardiaque est clairement indiquée. Alors, il y a des conditions quand même qui sont indispensables. On ne va pas implanter tous les patients insuffisants cardiaques. Et aujourd'hui, la resynchronisation cardiaque s'adresse à des patients qui ont des fractions d'éjection inférieures ou égales à 35%, qui est une valeur seuil que l'on peut certainement discuter.
Comme l'oratrice précédente l'a mentionné, c'est un critère qui n'est pas toujours facile à mesurer, notamment par échocardiographie. Le critère de resynchronisation aujourd'hui reste un critère électrique. On dit supérieur à 130 millisecondes dans les recommandations, mais on sait très bien que plus le patient a un QRS large, meilleure sera la réponse à la resynchronisation cardiaque. Dernière condition indispensable, c'est qu'en fait la resynchronisation cardiaque n'est pour moi jamais une urgence, ou extrêmement rarement. Il faut optimiser le traitement médical et il faut laisser au traitement médical le temps de montrer ses bénéfices. Et j'ai mis au moins 3 mois sur cette diapositive et pour moi c'est vraiment un délai minimum. Une fois qu'on a optimisé le traitement médical, prenons notre temps, réévaluons le patient et on verra à ce moment-là s'il y a toujours une indication à la resynchronisation cardiaque. Voilà, je voudrais vous présenter un exemple. C'est une femme jeune, 50 ans, qui a une cardiopathie non ischémique, un bloc de branche gauche complet, comme vous le voyez sur cet électrocardiogramme, il est QRS large, 160 millisecondes, elle a 30% de fraction d'éjection, elle a un traitement médical optimisé, et elle oscille entre la classe 3 et la classe 4. Je ne suis pas échocardiographiste, mais vous serez d'accord avec moi pour dire que la fraction d'éjection n'est pas bonne, on a une dilatation ventriculaire gauche, et on a même un asynchronisme avec un petit sportive. Et je vous laisse apprécier le résultat de cette synchronisation cardiaque. Ici, vous avez le ventricule droit avec la sonde septale, et vous voyez que la taille du ventricule gauche a considérablement diminué et que sa fraction d'éjection s'est quasiment normalisée. Alors, bien évidemment, ce n'est pas chez tous les patients. Je vous ai montré une excellente répondeuse. Il faut savoir qu'il y a toujours 30% des patients qui sont dits non répondeurs. Quand on regarde aujourd'hui les recommandations de la Société européenne de cardiologie, et pour répondre à la question qui était posée tout à l'heure, il n'y a pas aujourd'hui de critères échocardiographiques qui sont dans les guidelines parce qu'il n'y a pas eu d'études qui les ont, avec une méthodologie extrêmement importante, validées. Et vous voyez qu'en fait, alors je ne vais pas détailler cette diapositive, mais on regarde la durée des QRS, minimum 130 millisecondes, le mieux 150 millisecondes. Le mieux, c'est aussi d'avoir un bloc de branche gauche par rapport à un bloc de branche droit ou des troubles de conduction intraventriculaire. Et vous voyez ici les recommandations. QRS très large, bloc de branche gauche, classe 1A. Bloc de branche gauche, mais avec QRS un peu moins large pour l'instant, c'est 1B. Et vous voyez que lorsqu'on regarde les patients qui ont un bloc de branche droit, un trouble de conduction intraventriculaire, eh bien on est en 2A si on a des QRS très larges et une recommandation vraiment faible, je dirais, pour les patients qui ont des QRS entre 130 et 150 millisecondes. Voilà, simplement pour vous montrer que toutes les études vont dans le même sens. Plus la durée des QRS est large, meilleure est la réponse. Et quand on regarde le bloc de branche gauche, eh bien là aussi, plus votre patient a un bloc de branche gauche, meilleure est sa chance de répondre à la resynchronisation cardiaque. Alors, je vous l'ai dit, hein, ça ne fonctionne pas chez tous les patients. On a 30%, je dirais, en moyenne. Un patient qui a une cardiopathie non ischémique avec un bloc de branche gauche, je dirais qu'il a 90% de chances de répondre, alors qu'un patient qui a une cardiopathie ischémique avec un bloc de branche droit, lui, on sera plutôt autour des 30 à 40%. Donc, il faut bien sélectionner les patients. Je vous l'ai dit, durée des QRS, très large, 150 millisecondes, ils répondent mieux que les patients qui ont 130 millisecondes. Le bloc de branche gauche est pour moi un facteur déterminant pour la réponse à la resynchronisation cardiaque. Et c'est là où l'imagerie multimodale, comme on a parlé tout à l'heure, est extrêmement importante, parce qu'il faut aussi regarder si le patient n'a pas une grosse séquelle d'infarctus du myocarde. Si vous avez un patient qui a une énorme séquelle d'infarctus du myocarde, ce patient ne répondra pas à la resynchronisation cardiaque, comme il ne répondra pas à l'assistance ventriculaire gauche. Il n'y a pas de dysfonction ventriculaire droite, et ça, les techniques d'imagerie sont extrêmement importantes. Un patient qui a une dysfonction ventriculaire droite sévère avec une HTAP, probablement ne répondra pas parce qu'on arrive un petit peu trop tard.
il faut aussi bien sélectionner les patients. Un patient qui a une BPCO sévère, eh bien, même si on améliore la part cardiologique, restera dyspnéique. Il faut éliminer bien évidemment les autres causes cardiaques, cardiopathie ischémique, cardiopathie valvulaire. En ce qui concerne les cardiopathies dilatées ou les cardiopathies ischémiques, on sait qu'il y a moins de remodelage ventriculaire gauche dans les cardiopathies ischémiques, mais en termes de résultats cliniques, elles sont à peu près superposables. Vous voyez, ici, je vous montre un patient, vous voyez, qui a un bloc de branche droit. Vous avez ici l'activation du ventricule droit, l'activation du ventricule gauche. Et bien, vous voyez que chez ce patient, tout est vert. Donc, il n'a pas d'asynchronisme. Donc, ce patient qui a un bloc de branche droit ne répondra pas à la synchronisation cardiaque. Par contre, ce patient, vous voyez, qui a un bloc de branche droit, mais il a aussi un petit peu de bloc de branche gauche. Vous voyez que la morphologie des curés, c'est différente. Et bien, si on arrive à placer la sonde à ce niveau-là, eh bien, on peut améliorer ce patient. C'est pour ça que chez ces patients-là, je pense que les techniques d'imagerie sont particulièrement importantes. Ici, vous voyez, un patient où tout ce qui est gris, c'est la séquelle d'infarctus, eh bien, on a peu de chances d'avoir une réponse chez ce patient qui n'a quasiment plus de muscles viables. Une question que je voulais aborder avec vous aussi, c'est faut-il implanter un resynchronisateur pacemaker ou un resynchronisateur défibrillateur? Et là, je vous ai mis vous voyez, une très très belle voiture. Et puis ça, c'est mon moyen de locomotion à Rennes. Hein. Je suis je roule en scooter, donc qui est pas cher, qui marche bien, mais voilà. Est-ce qu'on peut le faire chez tous les patients? Là, aujourd'hui, les choses ne sont pas très simples parce qu'on n'a pas montré obligatoirement de bénéfice vraiment de la resynchronisation avec des défibrillateurs par rapport au pacemaker, sauf chez des patients, comme on l'a dit tout à l'heure, qui ont une fibrose extrêmement importante, qui pour moi est un facteur extrêmement important de survenue d'arythmie ventriculaire. Alors, c'est vrai que chez les patients très âgés, avec des comorbidités, on mettra plutôt un CRTP, et chez les patients jeunes, notamment avec une cardiopathie ischémique, plutôt un CRTT. Ici, simplement, pour vous montrer ce registre français publié par l'équipe de Jean-Yves Lezé et de Éloi Marijon, qui montrait que les patients qui sont en rouge sur un CRTP, la mortalité globale est plus importante, mais c'est un registre, donc les patients n'ont pas les mêmes comorbidités. Vous voyez que le bénéfice en termes de mortalité subite était le même, en fait. Enfin, pour conclure, je dirais que je n'ai pas eu les chiffres du Maroc, mais je sais qu'en France et dans les pays européens, on a aujourd'hui une sous-utilisation de la resynchronisation cardiaque. Et ici, vous voyez en rouge, c'est les patients qui ont une indication de resynchronisation cardiaque et qui ont un défibrillateur. Et puis ici, vous avez les patients qui ont une indication de resynchronisation cardiaque, mais qui n'ont pas reçu de resynchronisation cardiaque, soit par pacemaker, soit par défibrillateur. Donc le message est très simple. Vous voyez un patient qui a une fraction d'éjection basse, un traitement médical optimal, des QRS larges. Pensez à discuter ce patient avec vos collègues rythmologues pour une éventuelle implantation de resynchronisation cardiaque. Je vous remercie pour votre attention et je vous félicite parce que vous avez réussi un superbe challenge de transformer un congrès présentiel en congrès virtuel qui est passionnant. Merci beaucoup.